Bonjour Sophie, Bonjour Kossi, bonjour à tous. comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Il Merci. fait, il fait quel temps en France actuellement? Il fait gris, Kossi. Il fait trop Ah, gris, il pleut, malheureusement. C'est pas un très beau temps, non. Mais bon. il fait très chaud ici, 32 degrés Celsius. J'ai activé mon ventilo, je ne sais même pas si ça dérange. Le bruit, Non, il on est bon, l'entend c'est pas. OK? Ah, d'accord, On l'entend génial. pas. Aujourd'hui, on va parler de l'inflation, du hausse du coût de la vie, comment cela affecte les journalistes et comment les journalistes arrivent à joindre les deux bouts, comme on le dit souvent. Il est très rare de voir les journalistes prendre des vacances, pavaner, se retrouver au bord de la plage, en train de prendre plaisir. C'est très rare parce que les moyens manquent évidemment, mais on va parler plutôt de l'inflation. On ne va pas à la plage, mais de comment, dans les ménages, les journalistes arrivent à s'en sortir avec les commandes qui sont de plus en plus restreintes. Dis-moi, en France, comment cela se passe-t-il? Est-ce que c'est une situation que les journalistes français aussi vivent ou c'est juste un cas particulier en Afrique? Non, non, la crise inflationniste, elle touche les journalistes français, elle touche tous les Français et puis globalement, je pense pas mal de pays dans le monde. Ici, l'inflation, elle se voit de mois en mois, elle augmente de mois en mois. On est presque à 16% d'inflation ici sur les produits alimentaires. Ça nous change, bien évidemment, parce que pendant longtemps, on a connu des prix alimentaires relativement bas. Et les répercussions, mais c'était ce que j'avais mis un petit peu dans un de mes tweets, les répercussions sur le budget des journalistes freelance, justement, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Parce que je pense que globalement, la question de l'argent et du journaliste et des journalistes, c'est une question quand même un petit peu presque tabou. Parce qu'on est dans un métier passion, un métier où on a déjà du mal à trouver un emploi, où on a du mal à trouver des piges, du travail, et où parler d'argent, du coup, ça fait presque secondaire. Mais là, avec ces 16% d'inflation que moi je vois, parce que moi je suis en France, mais c'est partout. Et puis, dans certains endroits, c'est encore pire, bien évidemment. On reparlera justement de l'Afrique, j'imagine. Effectivement, les conséquences, elles sont inquiétantes parce que on est quand même dans un métier qui est précaire de base. Et c'est inquiétant de voir ces prix et ces dépenses contraintes qui augmentent euh, parce que les journalistes, par définition, les journalistes freelance, on a accès sur ça parce que les journalistes freelance, par définition, ne sont pas payés au même moment du mois, sont payés de façon irrégulière, parfois gagnent beaucoup un mois et pas beaucoup le mois d'après. Et ça, on sait que pour gérer un budget, déjà un budget sans inflation, c'est difficile, mais cette irrégularité des revenus, elle est particulièrement difficile en temps d'inflation, euh, je trouve. Donc voilà un petit peu la situation, mais je pense elle est relativement, malheureusement, j'allais dire la même partout et dans certains pays, je pense au Liban par exemple, euh, où là on est dans des chiffres qui sont des chiffres d'inflation délirants à trois chiffres. Là, les répercussions, elles sont encore pires. Donc voilà, moi je dirais c'est inquiétant, la situation est très inquiétante. Personnellement, je m'inquiète beaucoup pour les journalistes en ce moment. C'est important de préciser qu'on va parler des journalistes indépendants, des journalistes dont les revenus dépendent exclusivement de la pige, comment ils parviennent à faire face à l'inflation galopante. Dans le monde, le taux d'inflation est actuellement à 7% en 2023, selon le Fonds monétaire international, qui précise que ce taux-là ne devrait pas revenir à son niveau cible avant 2025. Cela veut dire que nous continuerons à faire face à l'envolée des prix, mais comment les journalistes gèrent cette situation alors qu'ils sont confrontés à de fréquents retards de paiement, à des réductions de commandes, à une baisse significative aussi des tarifs appliqués pour les articles
comment surmonter cette situation préoccupante. On a juste fait une petite introduction. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales qui organise ce café virtuel. Et je suis avec Sophie Bonivia-Chesneau, qui n'est plus à présenter, la responsable éditoriale de Iginet en français, celle qui souvent reçoit vos commandes sur Iginet que beaucoup connaissent déjà. Voilà, je voudrais préciser ou souligner aux frères, aux consoeurs qui nous rejoignent que c'est un café virtuel. Donc, tout le monde aura droit à la parole. Les échanges seront vraiment interactifs. Vous aurez même la possibilité d'allumer votre caméra et de prendre la parole pour vous exprimer, partager votre expérience ou si vous avez des conseils, des astuces à offrir sur comment vous, à votre niveau, vous gérez l'inflation. Sophie, je t'en parlais lors de notre échange sur Messenger la dernière fois. Il n'y a pas que sur Iginet, il y a une baisse de commandes d'articles et beaucoup de journalistes se plaignent. J'ai pas entendu la fin de ta question, Kossi, désolée. Oui, la fin de la question, c'est, nous parlons bien sûr de l'inflation et pour les journalistes, pour pouvoir surmonter, il faut bien sûr avoir des entrées. Et pour certains journalistes, les entrées, c'est peut-être via Iginet qui partent des commandes d'articles, mais récemment, il n'y a pas vraiment de commandes comme salutaire hein, en début 2022, en début 2020, 2021. Mais il n'y a pas que Iginet, on ne va pas parler d'Iginet, ce n'est pas un webinaire pour Iginet, mais est-ce que ailleurs aussi, c'est la même situation, les commandes baissent? Oui, oui, peut-être juste un tout petit point. Tu me lances la perche, qu'aussi je la saisis. Effectivement, je pense que les confrères et les consoeurs ont remarqué que je passais moins de commandes. C'est pas par manque d'intérêt pour le sujet, c'est juste qu'effectivement, on a réanglé la politique de commande sur les sujets sur la désinformation. Du coup, j'en profite que là, je sois avec vous pour vous le redire. Désormais, je peux recevoir les sujets autour uniquement de cette thématique-là, qui est notre thématique phare, effectivement, sur Iginet et puis chez ICFJ en général. Mais ceci étant dit, oui, la baisse des commandes, je pense que les confrères pourront en parler d'ailleurs certainement mieux que moi. Elle est globale. Elle est globale dans les médias francophones, on l'observe. Que ce soit, enfin, surtout les médias, oui, je pense aux médias papier, aux médias print. Effectivement, la crise du Covid, évidemment, a fait du mal en termes de répercussions justement sur les commandes, puisque certains médias ont arrêté simplement leur activité ou alors en tout cas l'ont réduite. Donc oui, c'est une tendance de fond qui malheureusement a démarré déjà même bien avant le Covid, faut être honnête. Et donc voilà, donc face à ça, il y a quand même des choses à faire. Moi, j'ai pas tendance à être défaitiste. Il y a quand même 2 ou 3 leviers que les journalistes peuvent actionner pour essayer d'y faire face. Si vous permettez, Madame Sophie, je vais faire comme ça entre vous vraiment le tutoiement. Bon, je vais acheter un café virtuel, donc je fais comme je veux, si tu permets, bien sûr. Alpha Oumar Bagoubari de la Guinée, est-ce que tu voudrais partager avec nous comment les journalistes en Guinée vivent l'inflation? Ce serait intéressant de faire un tour d'horizon, de voir comment la situation, elle se présente tant au Togo, en Guinée, au Mali, au Niger, au Bénin ou en République démocratique du Congo. Et après, on finit ce café avec des conseils. C'est vrai que la situation elle est observable partout, mais il y a quand même des particularités. Je ne sais pas si, par exemple, en Guinée, les journalistes associent et journalisme et communication pour s'en sortir, ou ailleurs, c'est et journalisme et certaines prestations qui n'ont rien à voir avec l'accord. Comment les journalistes arrivent à s'en sortir en Guinée? Alpha Oumar Bagou, je viens de vous permettre de parler. Vous avez la possibilité de partager avec nous. La situation en Guinée, je suis très
impatients d'apprendre comment en Guinée vous arrivez à gérer cette situation. Bonjour Alpha Oumar. Bonjour Kossi. Bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va super, ça va, Dieu merci. Mais tu viens de dire que ça veut dire qu'en fait ça va vraiment. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait à la fois, donc ça devrait aller. Le sujet, tu l'as écouté, Alpha Oumar, on en avait discuté aussi en e-box sur WhatsApp, comment la situation se présente en Guinée. Est-ce que les journalistes guinéens, je peux le dire, hein, tu peux me citer après, se portent en meilleure santé financière? Ben non, il faut pas se leurrer, hein. La situation, elle est la même un peu partout en Afrique. C'est vrai que je ne connais pas trop la situation de tous les pays africains, mais pour avoir échangé avec des confrères des autres pays, je me dis que c'est quasiment la même situation que nous vivons. Ce qui fait que chez nous, en Guinée, principalement, les journalistes sont obligés de faire beaucoup de choses à la fois. Beaucoup font de la communication à côté du journalisme. Et donc, vous verrez ceux qui sont plutôt diplômés en communication se mélangent avec les journalistes parce que les journalistes savent que les salaires qu'ils obtiennent à partir de leur pige ou en tant que journaliste employé permanent d'un média, l'argent n'arrive pas à couvrir toutes les dépenses. Les locations, ça augmente régulièrement. Les dépenses de la maison, ça augmente régulièrement. Alors, même si tu as la chance de travailler dans un média où on pense à augmenter le salaire, mais ça ne peut pas suivre forcément le rythme de l'augmentation du prix des denrées de première nécessité sur le marché ou du prix de la location de ta maison. Donc, ce qui fait que vous verrez en Guinée un journaliste qui est responsable de communication quelque part. Je prends l'exemple sur moi personnellement. Là, je parle, mais je ne suis pas à mon bureau de journaliste, mais je suis à l'université parce qu'à côté, je gère la communication digitale de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour essayer de boucher un peu les trous. Donc, je jumelé entre production en tant que reporter, en tant que journaliste, et un peu du temps libre, je consacre ça à appuyer l'Université de Conakry dans sa communication digitale. Ce qui me permet en tout cas aussi d'identifier des personnes ressources au sein de l'université, même des chercheurs, des scientifiques, pour pouvoir être beaucoup plus productif dans la réalisation des sujets d'ordre scientifique. S'il y a des conférences qui se tiennent à l'université... Il faut préciser que Alpha Oumar Bagou est le président de l'Association des journalistes scientifiques de Guinée. Alors, c'est une parenthèse, Alpha. Oui, tout à fait. Voilà, et directeur de publication de universcience.com. Donc, déjà, l'université, entre guillemets, a fait appel à l'Association des journalistes scientifiques de Guinée pour, dans un premier temps, une petite collaboration dans le cadre de l'organisation d'une activité scientifique. Après cela, j'ai été recruté pour gérer la communication digitale de l'université. Donc, d'un côté, c'est un avantage pour l'Association des journalistes scientifiques de Guinée de mettre main facilement à des scientifiques, à des chercheurs qui enseignent au sein de l'Université de Conakry, qui se trouve être la plus grande université de la Guinée. Donc, la faculté de médecine, la faculté des sciences, la faculté comment on appelle, le centre informatique, disons, il y a tout un ensemble de départements liés au domaine de la science qui sont enseignés au sein de l'Université de Conakry, et donc nous mettons main sur eux facilement parce que le président de l'AGSG travaille avec l'Université de Conakry. Donc c'est l'exemple de journalistes guinéens. Oui, Alpha Oumar. Oui. En préparant ce webinaire, un journaliste m'a suggéré de faire appel à un directeur de rédaction pour offrir des conseils parce que souvent, les rédacteurs, les directeurs de rédaction, eux, s'en sortent super bien, mieux que les employés, mieux que les rédacteurs. Vous venez de vous présenter aussi comme directeur général, directeur ou fondateur d'un média. Normalement, chez vous, ça devrait pouvoir aller, non?
Bon, je C'est ne un dirais pas café, hein, que... je vais me permettre de te taquiner un peu. Non, ça va aussi. En fait, je ne dirais pas que c'est le fait d'être directeur de publication de Univers Science que ça va. Non, si je prends les journalistes de Univers Science, qui sont de facto membres de l'Association des journalistes scientifiques de Guinée, à la base, nous sommes tous des journalistes indépendants. Nous ne travaillons pas avec un média basé ici en Guinée. Okay. Et donc, c'est nous, l'initiative de la mise en place de Univers Science est une initiative des membres de l'Association des journalistes scientifiques de Guinée. Donc, je ne suis pas aussi le seul, en fait, en tant que directeur de publication qui gère une communication d'un centre de recherche ou d'un institut de recherche en Guinée. L'avantage, c'est que quand vous gérez une communication d'un institut, c'est en lien avec ce que vous faites. Ça vous permet également d'avoir quelques petites entrées d'argent, sachant qu'en tant que journaliste indépendant, c'est assez compliqué parce que souvent, les demandes pour les piges ne sont pas faites régulièrement. Personnellement, je suis pigiste à RFI pour l'émission Alors on dit quoi, et pigiste à Newstank, un média basé en France qui relaye les informations sur l'enseignement supérieur sur le continent africain. Sauf que je peux proposer des piges. Souvent, les thématiques sont bonnes, elles sont validées, mais le besoin du média n'est pas tout de suite présent. Ce qui fait que s'il y a des nouvelles qui sont à publier, qui sont dans le frigo, comme on aime à le dire, je suis obligé, même si je traite mon sujet, je sais qu'il doit attendre. Et c'est quand il est publié que je reçois ma pige. Donc, c'est assez compliqué que vous soyez directeur de publication ou non, mais surtout ceux qui ne sont pas aussi directeurs de publication. Parce qu'après, si vous êtes directeur de publication, vous avez cet avantage, entre guillemets, d'être appelé tout le temps par des instituts. Allez, venez, on collabore pour la communication d'un événement. Après, vous avez une enveloppe à la fin de l'événement, à la fin de la conférence et tout. Oui. Alpha, est-ce que je peux me permettre juste de vous interrompre pour vous demander, bonjour déjà, est-ce que du coup, si j'entends bien ce que vous dites, sur le principe, votre activité de journaliste, que ce soit activité pigiste ou directeur de la publication, ça ne suffirait pas à boucler votre budget? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas possible. C'est impossible de couvrir tous tes frais. C'est impossible de couvrir tous tes frais. Il n'y a pas, je peux le dire hein, sans être contredit par un journaliste guinéen, si ce n'est pas les animateurs des grandes émissions politiques, entre guillemets, qu'on considère aussi mieux traités que les journalistes reporters, les journalistes de terrain, il n'y a pas ce journaliste reporter qui peut se contenter uniquement de son salaire de journaliste à la fin du mois pour couvrir ses besoins. Ce n'est pas possible. Soit vous gérez une communication quelque part à côté, ou vous avez des sources d'entrée d'argent de part et d'autre. Mais le salaire de journaliste, en tenant compte du marché guinéen, c'est quasiment impossible de survivre de son salaire de journaliste. Vous abordez un excellent point, le salaire des journalistes. C'est le commentaire que vient de poster François Kossimé-Palato, qui est journaliste en Centrafrique, qui dit que déjà le salaire des journalistes ici laisse à désirer. C'est difficile pour eux de joindre le debout. Certains sont obligés de faire plusieurs choses à la fois, par exemple devenir des responsables de communication de certaines associations politiques. Monsieur François, dites-nous, le salaire des journalistes qui laisse à désirer, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Vous pouvez prendre la parole, vous êtes autorisé, je viens de vous admettre dans la salle. Bonjour d'abord, depuis la Centrafrique. Il fait quelle heure chez vous? Monsieur François, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Bonjour. Bonjour. C'est François Kossimé, précisément 13 minutes. Vous dites que la situation... Oui, on t'entend parfaitement bien. On t'entend parfaitement bien. Peut-être que tu voudrais te présenter aux collègues qui ne te connaissent pas avant de commencer. Alors, bonjour à tous. Je suis François Kossimé-Palato, journaliste reporter à Radio Ndekeluka, en République centrafricaine, bien sûr. Vous dites que le salaire des journalistes en Centrafrique laisse à désirer.
C'est combien Oui, déjà? effectivement, le salaire effectivement, déjà, en Centrafrique, si je dis que le salaire est finaliste laisse à désirer, c'est que vous allez peut-être prendre un journaliste qui travaille dans un média public déjà, ne touche pas de salaire, mais touche d'abord euh, une somme forfaitaire de 30 000 francs millions qui lui est payée par le ministère de la Communication. Et quand la personne est intégrée dans la fonction publique, la personne peut toucher jusqu'à 100 000, voire 150 000 francs. Et ça, c'est dans un média public. Au privé, les journalistes peuvent toucher jusqu'à 200 000 francs en allant. En presse écrite, les journalistes ne touchent pas plus de 50 000. Et du coup, c'est difficile, hein, même pour ceux qui travaillent dans les structures médiatiques privées, de joindre les deux bouts. Parce que plus le coût de la vie ici devient de plus en plus cher et c'est difficile, hein, surtout pour tous les journalistes de joindre les deux bouts, parce que déjà là, la rémunération ne permet pas, le coût de carburant, le transport, tout est en haut et du coup, c'est totalement difficile pour les journalistes ici. Et comment vous arrivez à vous en sortir, Monsieur François? Est-ce que comme Alpha, vous faites aussi de la com à côté ou vous faites autre chose? Alors, moi, pour m'en sortir, premièrement, déjà, je ne fais pas plusieurs choses à la fois. Parce que c'est ça. Vu qu'ici, pour nous, d'abord, avoir accès, comment dire, devenir journaliste correspondant des médias d'autres pays, c'est très difficile ici chez nous parce qu'il n'y a pas assez de réseaux pour ça. Donc, personnellement, je fais des petits business. Par exemple, chez moi, je vends du yaourt. Je vends du yaourt, voilà, en sachet. Je vends de l'eau en sachet. Donc, c'est quoi? C'est la J'embauche deux, première fois trois que jeunes. j'entends ça, qu'un journaliste aussi. Mais est-ce que cela n'a pas un impact sur ta profession? Dis-moi, comment tu repartis ton temps entre le travail en tant que journaliste et de l'autre côté, la vente du yaourt et de l'eau? Oui, effectivement, j'ai deux jeunes qui travaillent pour moi. J'ai deux jeunes qui OK. travaillent pour moi. Donc, oui, j'ai deux jeunes qui travaillent pour moi. Donc, le matin, avant d'aller au boulot, on vient, on fait le point, je distribue voilà, les yaourts. Un jeune peut prendre peut-être pour 25 000, l'autre peut prendre également pour 25 000. Ils partent, voilà, c'est maintenant le soir, après le boulot, qu'on se rencontre pour faire le point de la journée et la nouvelle journée, on continue comme ça, ainsi de suite. C'est comme ça que je fais. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais dis-moi, est-ce que ça marche? Oui, ça marche et ça me permet bien sûr de faire face à d'autres responsabilités, parce que déjà là, dans notre pays, hein, vous savez, bon, nous sommes en Afrique, je ne sais pas si la réalité, elle est connue dans d'autres pays, mais sinon, ici chez nous, vous voyez, quand vous faites un petit travail, c'est toute la famille qui compte sur vous. Vous voyez un peu, c'est quoi? C'est la famille du côté maternel, paternel, la famille de ton conjoint, tout ce monde-là qui compte sur toi. Donc, du coup, pour faire face à tout ça, également faire face encore au coût de la vie, donc, du coup, on est obligé de faire plusieurs choses à la fois. Mais je tiens également à vous dire qu'à côté de la vente hein, du yaourt que j'ai mis en place, je gère également la page Facebook d'une institution de la place. Donc, c'est ce qui me permet également de faire un peu d'argent à la fin du mois afin de faire face au coût élevé de la question. Merci beaucoup, cher Justement, François. François, pardon. J'avais une question pour François, s'il m'entend. Oui, Oui, je vous vous entends très m'entendez, bien. François? Bonjour. Oui, je voulais savoir quel produit avait le plus augmenté en RDC sur les marchés, comme ça, au quotidien. C'est quoi qui pèse le plus là dans l'inflation récente? Non, déjà là, je suis en République centrafricaine, je ne suis pas en RDC. D'accord, autant pour moi, j'avais compris. Ok. Donc, quels sont les produits qui augmentent le plus chez vous, là, actuellement, au quotidien? Déjà là, je pense déjà, allons à la base, déjà le carburant, un litre de Ouais. carburant ici coûte déjà 2500 francs CFA. Donc là, du coup, hein, imagine un peu la répercussion sur les produits alimentaires. Donc, vous voyez un peu, déjà là, les commerçants
se déplacer, tout ça. Donc, du coup, déjà, un litre de carburant qui se vend à 2500 impacte déjà Sophie, 2500, ça fait tout dans le pays. 3,8 euros. Ouais, je suis en train de faire la conversion. En France, c'est à combien le litre, le prix du carburant? Nous, c'est actuellement, il frôle les 2 euros. 2 euros. Donc, le prix du carburant est plus cher en Centrafrique qu'en France. Ouais. Effectivement. Donc, déjà là, tout est devenu cher. Même déjà, le manioc qui est l'aliment de base, généralement appelé gozo. Aujourd'hui, une cuvette de manioc qui se vendait à 3500 passe aujourd'hui à 5000 francs CFA. Et donc, du coup, on vivait dans une famille de 2 à 4 ou 5 personnes. Une cuvette de manioc, ça ne peut plus tenir. Ça ne peut plus tenir parce que plus c'est devenu cher et la quantité également diminue. Et donc, une cuvette de manioc qui auparavant se vendait à 3500 et qui pouvait faire 4 voire une semaine, 4 jours ou bien une semaine de réserve. Aujourd'hui, ça passe de 3 à 4 jours. Donc, vous êtes obligé de dépenser 10 000 francs pour une cuvette de manioc la semaine. Et puis, voilà, imaginez. Merci François pour votre témoignage. Je vois le confrère du Bénin, Pancras, qui a levé la main. Mais Pancras, avant de te donner la parole, je voudrais poser une question, Sophie. On l'a entendu 2 fois. Face à l'inflation, les journalistes sont obligés de faire plusieurs choses. Et je voudrais demander à Sophie, selon toi, faire plusieurs choses. Est-ce qu'il y a des métiers qui devraient être interdits ou des terrains sur lesquels les journalistes ne devraient pas aller, sur le plan de l'éthique, ou j'entends faire plusieurs choses. Est-ce qu'on peut vraiment faire plusieurs choses? Moi, j'ai tendance à dire que il y a les principes et puis après, il y a le principe de réalité. Et évidemment, d'un point de vue éthique, déjà, il faudrait dire que mélanger communication et journalisme, ça peut être dangereux. Mais après, il y a la réalité de la vie et il y a le besoin, comme le disait François, d'aller acheter de la nourriture pour sa famille. Il y a le besoin d'avoir son toit sur sa tête. Donc, moi, j'aurais tendance à dire de pas, enfin, je voudrais pas être trop moralisatrice, quoi, parce que je pense que en ces temps-là d'inflation, je pense que le plus important, c'est d'essayer de boucler le budget. Alors, après, pour rejoindre ta question, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais qui peuvent rejoindre notre métier ou qui peuvent même le nourrir. On en reparlera peut-être sur quelques idées, mais il y a des choses à faire. Comme disait François, pouvoir gérer une page Facebook d'une association. Voilà, il y a sans doute des choses à mettre en place. Mais non, je me garderais bien de donner des leçons sur qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce qui n'est pas éthique. Non. Mais tu voudrais quand même nous dire ces choses-là, est-ce que tu voudrais mentionner quelques-unes? Quoi, par exemple, en fait? Ouais, je pensais à l'enseignement. Effectivement, moi, je trouve que donner des cours, donner des formations, ça peut être un vrai levier pour compléter le budget et pour faire face aux dépenses contraintes, sans justement, je trouve, trop mettre de problèmes d'éthique dedans. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait là cette année. J'ai donné des cours à l'université à côté de chez moi. Ça s'est trouvé que comme ça, on m'a proposé, mais je trouve que ça peut être un levier qui est intéressant. D'abord parce que ça fait une expérience en tant que formatrice ou formateur. Et puis, il y a quelque chose d'important et de positif, c'est qu'en tant que journaliste, on a quand même des capacités qu'on peut proposer, vendre, même si j'aime pas trop ce terme, à des instituts publics, à des facultés, même à des lycées, à des centres de formation privés ou même en distanciel. Je pense aux nombreux journalistes qui vont faire des formations d'éducation aux médias auprès des jeunes dans les lycées.
Là, pour le coup, ça rejoint vraiment un côté éthique de formation de nos plus jeunes. Donc, je trouve que l'enseignement au sens large, c'est une vraie possibilité, ouais, à la fois de compléter son CV et ses revenus. On peut donner des cours, pas qu'en journalisme d'ailleurs. Moi, par exemple, j'ai donné un cours là de communication en anglais pour un master de traduction. Voilà. Souvent, je sais qu'il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui parlent plusieurs langues sur Iginet et puis sur le forum. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à se servir de cette capacité-là pour proposer leurs services en tant que formateur. Voilà, je pense à la communication, je pense au journalisme, évidemment, mais on n'a pas toujours une école de journalisme à côté de chez soi. Voilà. Est-ce que l'écriture aussi des livres est une solution? Oui. Pareil, on reste toujours dans le domaine du journalisme, donc c'est super. Le problème des livres, je pense, c'est la rémunération. J'entendais hier une journaliste belge qui s'appelle Déborah Laurent, qui a écrit un livre sur la maternité, qui expliquait qu'elle a très bien vendu son livre, mais elle a reçu que 1 euro par vente de livre. Ouh là là. Donc, c'est vrai que selon les contrats avec les maisons d'édition, c'est pas là qu'on se fera, entre guillemets, le plus d'argent. Mais ça peut être un moyen de compléter. Et puis, comme le disait le confrère François juste avant, ça peut être ça, plus ça, plus ça. Au final, ça fait quand même un vrai gain de pouvoir d'achat. C'est peut-être en faisant plusieurs petites missions, en plus de ce qu'on fait d'habitude, qu'on peut essayer de faire face aux dépenses. En septembre 2022, les journalistes suisses réclamaient une hausse des salaires entre 4 et 5%. C'était à travers le syndicat Impressum qui veut éviter que les journalistes et professionnels des médias subissent la tendance inflationniste de plein fouet. Mais ici, Pancras, chez vous, au Bénin, est-ce qu'il y a aussi des initiatives comme ça parce que les journalistes couvrent le sujet d'inflation. Lorsque vous tapez inflation dans le moteur de recherche Google, vous avez plein d'articles, mais moins d'articles concernant la façon dont cette inflation impacte la vie des journalistes. Les journalistes parlent des autres, mais moins d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des initiatives comme celle-ci qu'on a vue en Suisse, un syndicat porter haut la voix des journalistes et demander une hausse des salaires pour les journalistes de sorte qu'ils ne puissent pas subir la tendance inflationniste. Bonjour, Pancras, depuis le Bénin. Bonjour, Kassi, est-ce qu'on m'entend? On t'entend parfaitement bien. Comment tu vas? Bonjour, Madame Sophie. Bonjour, Pancras. J'ai envie de dire qu'en évoquant ce sujet, vous avez touché un point très sensible des journalistes qu'on ne touche pas souvent. Ah bon? J'ai envie de dire qu'au Bénin, en réalité, la question de l'inflation n'a pas apporté une situation nouvelle, mais elle a accentué une situation dans laquelle étaient plongés les journalistes béninois, en tout cas en majorité depuis un certain moment. Vous savez, les entreprises médiatiques, au-delà de donner l'information, sont des entreprises à part entière qui ont besoin de faire de la rentabilité. Et donc, dans ce contexte-là, il y a que le modèle économique des médias au Bénin posait déjà problème. Le modèle économique posait déjà problème en ce sens que lorsqu'on remarque avec exactitude qu'il est bancal, il agit évidemment sur les revenus que peuvent se faire les journalistes qui sont salariés dans les rédactions. Et il y a l'autre point que je voudrais soulever aussi, c'est que en réalité, dans la plupart des cas, les médias au Bénin dépendaient surtout, avant 2016, de l'aide de l'État à la presse. Hein. Deuxièmement, les médias béninois dépendaient également des contrats qu'il y avait, non seulement avec le gouvernement, mais également avec les structures qui dépendent d'une certaine manière du gouvernement. Je veux parler des ministères et des directions générales, par exemple. Quand tout ça a été coupé,
les journalistes étaient déjà dans une certaine situation. Et l'inflation est venue comme le coup de chaos qui a plombé beaucoup de journalistes. Qu'à cela ne tienne, on peut remarquer que beaucoup de journalistes béninois avaient déjà plusieurs cordes à leur arc, que ce soit ceux qui proposent des prestations d'impresario dans les cérémonies, parce que oui, il y en a, ceux qui ont le verbe, ceux qui ont le thème vocal nécessaire, proposent également des prestations en voix off. Il y en a qui sont très doués en rédaction, qui proposent également des services en rédaction. C'est-à-dire qu'en réalité, face à l'instinct de survie, les journalistes n'ont pas d'autre choix que de chercher les solutions qui peuvent les avantager le mieux. Et pour revenir donc à la question que vous étiez en train de poser, c'est-à-dire de savoir s'il y a ces genres d'initiatives pour permettre à ce que les journalistes puissent voir leurs revenus augmenter, j'ai envie de répondre que s'il y en a, ces initiatives ne sont pas aussi fortes en matière de voix. Leur voix ne porte pas forcément beaucoup parce qu'en réalité, la situation est partout et tout le monde vit cette situation-là et c'est compliqué d'entendre les autres quand vous-même vous avez, pardon pour la vulgarité, quand vous-même vous avez fait. Le micro de Cossier est fermé apparemment. Ah oui. Ah, mon micro, il était en sourdine. Pancras, je posais la question de savoir, est-ce que vous faites aussi partie de ces journalistes qui sont affectés ou vous plutôt, vous êtes en dehors du camp de ceux qui subissent l'inflation? Et comment vous vous en sortez? Si à un moment, dans un contexte où tout le monde souffre, vous prétendez que c'est vous seul qui vous en sortez, bon, c'est sûr que vous allez attirer les regards et... Mais c'est pas non plus mauvais d'en parler. Et si vous en sortez, c'est aussi l'occasion de dire aux autres quels sont les codes que vous avez à votre hâte ou ce qui vous permet, vous, finalement, de pouvoir s'en sortir. Oui, que ce soit une mauvaise chose, hein, Pancras. Tu peux être rassuré qu'aussi je ne vais pas échapper à la question. Je suis aussi impacté par la problématique de l'inflation qui mais pas trop. est mondiale. Bon, en fait, mais il faut dire que très tôt, j'ai commencé par développer d'autres activités connexes qui ont plus ou moins rapport avec le journalisme, notamment la rédaction qui était déjà quelque chose pour laquelle j'avais un penchant en tout cas remarquable. Au-delà de ça, il y a aussi les petites formations. Vous savez, quand à un moment donné, vous avez un certain nombre d'années d'expérience dans un domaine, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais de partager justement les quelques notions qu'on a. Donc, en dehors des services de rédaction, en dehors, parce que oui, je suis aussi communicant, donc il y a de ces sollicitations pour la rédaction des plans de communication, des stratégies de communication, des politiques de communication pour certaines organisations. Donc, on ne s'abstient pas d'offrir ces services-là, toujours pour être sûr qu'en réalité, à la fin du mois, on ne va pas faire attendre le propriétaire, on ne va pas manquer de payer les factures qu'il faut payer. Donc, c'est dire qu'en réalité, c'est toujours bien de développer ces activités connexes. Maintenant, il y a que j'ai constaté que le confrère François parlait donc des activités qui, ma foi, n'ont pas grand-chose à voir avec le journalisme. Vous savez, nous ne sommes que des humains et tout le monde n'a pas une capacité aiguë de pouvoir dispatcher le temps, de pouvoir manager le temps pour que, en menant d'autres activités, cela n'ait pas trop d'impact sur l'activité journalistique qui, je ne vous apprends rien, est très chronophage, très jalouse et très exigeante. Kossi a fermé son micro encore.
Inquiète pas, Pancras, ce n'est pas de l'autocensure, je viens d'activer mon micro. Je vois de nouveaux visages de personnes, de journalistes que je ne vois pas très souvent au webinaire de l'UCFD. Madame Laura Louis depuis Haïti. C'est un plaisir de savoir que vous participez à ce café. Bonjour Laura. Bonjour Kossi et bonjour Sophie Bonneville-Chesneau. C'est un très grand plaisir et j'apprécie le débat aussi. Comment tu vas? Eh bien, ça va bien. Je te tutoie, ça ne te dérange pas? Non, ça va. Merci. Oui, alors je voulais dire que c'est la même chose en Haïti parce que pour nous autres journalistes en Haïti, nous n'avons pas beaucoup de moyens et chaque média, il n'y a pas vraiment comment dire, un cadre pour le salaire en Haïti. Donc, on ne peut pas imaginer combien un journaliste gagne par année en Haïti. Donc, c'est les médias qui ont leur politique salariale. Donc, et nous autres, journalistes, nous sommes obligés de faire comme on peut pour essayer de joindre les deux bouts. D'ailleurs, il y a certains médias qui donnent seulement la carte de presse aux journalistes. Donc, avec la carte de presse, ils sont laissés comme ça pour compte. Alors, ils vont dans des conférences de presse et demandent à des politiques de leur payer pour passer le son des conférences de presse. C'est vraiment malheureux parce que, en tant que journaliste, c'est un métier objectif. Donc, quand tu es payé pour donner une information, on peut douter de l'objectivité ou bien de la neutralité de cette information. Et effectivement, il y a des journalistes qui, dans le souci de rester intègres, sont devenus des communicants. Il y a des organismes des organismes des Nations Unies ou bien d'autres organisations internationales qui vont chercher des journalistes pour s'occuper de leur communication parce que les journalistes sont déjà des contacts et donc c'est plus facile pour eux de mobiliser des gens pour vulgariser leur travail. Donc voilà. Jusque-là, on a écouté, à part Sophie Bonneville-Chesneau, bien sûr, on n'a écouté que la voix des hommes et je voudrais savoir, Laura, quand on est femme journaliste, est-ce qu'on est affecté par l'inflation d'une manière aussi particulière? Vous savez, les femmes, peut-être qu'elles dépensent moins que les hommes ou qu'elles dépensent plus que les hommes. Vous me le direz. Mais est-ce que la situation chez les femmes, elle est différente? Moi, je pense que la situation est pire pour les femmes parce que, bon, je parle de ma situation ou bien de la situation des femmes journalistes en Haïti. Parce que nous sommes dans un pays où c'est les femmes qui sont jusqu'à présent le pilier de l'économie. Donc, c'est les femmes qui connaissent le prix des denrées. C'est les femmes qui vont au marché. C'est les femmes qui s'occupent des enfants à la maison. Donc, même si le mari peut quand même participer ou bien contribuer à ce qui se fait à la maison, mais c'est les femmes avec leurs propres moyens qui peuvent comment dire ça, raccourcir ou bien faire finir les fins de mois. Alors, pour les journalistes, je rencontre beaucoup de journalistes de femmes qui sont plutôt célibataires, mais pour les femmes qui sont mariées ou bien qui sont en couple, c'est plus difficile parce qu'il y a des contraintes et on ne peut pas couvrir toutes sortes d'informations. On ne peut pas rester très tard la nuit dans un bureau. On ne peut pas parce qu'on a des responsabilités et aussi parce que dû au fait que les rapports entre femmes et hommes ne sont pas toujours, ne sont pas, c'est pas, il y a des rapports qui sont plutôt pas égaux et des rapports égaux. Donc les hommes, ils peuvent se permettre de faire tout ce qui est possible pour eux, mais pour nous autres, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, il y a aussi de l'inégalité salariale pour les femmes au sein des rédactions. Donc, il y a des hommes journalistes qui sont mieux payés que des femmes journalistes. Il y a aussi, au sein des rédactions, un souci de prioriser les hommes sur certains sujets. Par exemple, des sujets politiques, des sujets économiques, des sujets sur le sport. Donc, ce sont les hommes qui vont prendre les sujets les plus importants ou bien qui donnent beaucoup plus
beaucoup plus qui peuvent rapporter beaucoup plus d'argent. Ce ne sont pas les femmes qui vont vraiment faire ça. Même si parfois on dit que les femmes ne veulent pas ou bien ont peur et elles ne vont pas s'exposer, mais il y a aussi dans les rédactions, ou bien dans les radios, ou bien dans toutes sortes de médias que vous retrouvez en Haïti, et un réel problème d'égalité ou bien de rapport entre les femmes et les hommes journalistes. Et les femmes en font les prix. Madame Laura Lewis, vous, on sait que vous faites de la pige pour plusieurs médias internationaux. Est-ce que chez vous, on peut dire que vivre de la pige en étant en Haïti, ça va, ça aide vraiment à pouvoir supporter les coûts de l'inflation? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut avoir beaucoup de discipline quand on fait de la pige, parce que c'est pas comme si on avait un salaire mensuel et donc on peut faire son budget dessus. Donc, on va vraiment, parfois, on propose des sujets qui ne sont pas retenus par les rédactions. Donc, il faut trouver un moyen de compléter ce qui manque. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas travailler sur un budget. Et donc, c'est vrai que ça m'arrive de proposer des piges à des médias internationaux et c'est mieux payé à l'international qu'en Haïti. Oui. Je l'avoue aussi, oui, je suis d'accord. Oui. Et d'ailleurs, il y a la devise et c'est $1 US qu'on paie. Et puis bon, et on sait la dévaluation de la monnaie nationale qui est la goude. Donc, c'est mieux pour nous. Mais parfois, vu que moi, j'ai d'autres activités, je suis une épouse, donc je suis mariée et donc je fais des études aussi en ligne parce que moi-même, je fais un master en journalisme à l'Université Paul Valéry à Montpellier 3. C'est vraiment dur pour moi parce que je suis les cours en temps réel. C'est-à-dire quand les cours commencent à 9 h en France, chez moi, il est 3 h du matin et il y a des cours qui commencent à 8 h. Quand il est 2 h, on a un décalage de 6 h. Donc, je dois me lever tôt et je ne dois pas perdre et je ne veux pas m'amuser pour ne pas perdre le diplôme parce qu'avec le diplôme, je peux mieux me positionner en tant que journaliste. Et donc, je dois tout faire pour réussir les cours et je dois aussi aller trouver quelque chose. Donc, moi-même, ce que j'arrive à faire, c'est que vu que je suis en couple, on s'arrange avec mon conjoint pour trouver les deux bouts, pour essayer de voir comment on peut mener une petite vie modeste. et comme ça, on peut avancer. Mais j'avoue que c'est très difficile. Mais je peux quand même, excuse-moi, je peux quand même dire que ma situation est bien meilleure par rapport à celle de beaucoup d'autres journalistes femmes en Haïti. C'est un tableau sombre finalement, Sophie. Et je me dis, si jamais il y avait parmi les participants un aspirant journaliste, il se dira finalement, mais est-ce que ça vaut le coup de tenter cette aventure, de faire ce métier avec ces témoignages qui, franchement, sont un peu difficiles, il faut l'avouer. Madame Sophie, je voudrais vous donner la parole encore une fois, mais Patient Lukuza voudrait dire un mot. Il est journaliste en République démocratique du Congo. Tu as évoqué tantôt la RDC. Voilà, on a un journaliste de la RDC. Bonjour, Patient. Bonjour, Patient. Oui, bonjour, vous m'écoutez? Nous t'écoutons bien. Ton prénom, c'est Patient. Est-ce qu'il faut être finalement patient avec cette histoire des patients? Effectivement, il faut être patient. Je salue tous les confrères journalistes à travers le monde. Moi, je voulais aussi intervenir parce que moi, je suis journaliste à la radio Top Congo FM. Top Congo, c'est une radio suivie dans la capitale Kinshasa. Mais moi, je suis le correspondant de ce média à Lubumbashi, donc la deuxième ville du pays. Mais aussi, je suis correspondant d'un autre média en ligne, le plus lu aussi du pays, 7sur7.cd. Alors, par rapport à la question de rémunération des journalistes, c'est vrai, ce n'est pas facile pour les journalistes de nouer les deux bouts de mois.
avec soit la prime qu'on reçoit à la fin de chaque mois, soit la pige, hein, parce qu'à Top Congo, nous sommes payés par pige, donc par nombre d'éléments que nous allons produire pendant tout un mois. Et à la fin, on vous paye selon la grille de paiement de la radio. Est-ce que c'est un salaire conséquent? Non, pas tellement conséquent. Voilà pourquoi moi, pour les 2 bouts de mois, la connexion Internet sur moi de ces 2 médias, mais j'ai combine autre chose, formation là et là, participer, oui, collaborer avec et peu qu'on vous donne ça et là, ça vous permet quand même de nouer les 2 bouts de mois, non seulement de payer les factures, mais aussi de nouer les 2 bouts de mois et s'en sortir. C'est vrai, ce n'est pas facile partout. Dans beaucoup de pays, les journalistes évoluent dans des conditions pas acceptables. Mais pour ceux-là qui sont dans les médias privés, ça, je vous dis, ce n'est pas facile. Peut-être ceux qui sont dans les médias publics, hein, comme ici chez nous à la RTNC, qui sont payés comme agents de l'État, qui sont payés régulièrement, quand même un salaire consistant. Mais les autres qui sont dans les médias privés, la majorité sont déjà soit pendant 2 mois ou 3 mois, vous le voyez, les journalistes dans tel média. Quelques mois après, vous ne les voyez plus. Ils sont dans un autre média. Tout ça à la recherche d'un bon salaire, à la recherche d'un endroit. Patient. Oui. Il y a une question d'un participant que je voudrais te soumettre. La question, c'est de savoir que faire en tant que journaliste en cette période d'inflation. Que faire pour? Que faire en tant que journaliste en cette période d'inflation? En tout cas, en tant que journaliste, c'est d'abord être sérieux dans tout ce que vous faites, ne pas rester distrait en pensant que seulement notre média dans lequel nous évoluons va nous permettre de tenir. Non, il faut aussi, comme on a dit, se former de temps en temps. Si vous avez des insuffisances, comme récemment ici, j'ai commencé à suivre une formation sur l'environnement, la biodiversité. C'est renforcer encore davantage en capacité pour avoir beaucoup plus d'expertise dans des domaines qui sont beaucoup plus sollicités aujourd'hui pour pouvoir gagner soit des marchés, soit des projets, proposer des projets pour avoir un financement afin de sortir la tête haute. C'est ce que moi je peux proposer, ne pas seulement se limiter à ce que les responsables des médias nous donnent, mais aussi à avoir plus à regarder ailleurs et à se former pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que je peux proposer. Merci beaucoup, cher confrère Patient. Je crois qu'on a beaucoup parlé des problèmes, des difficultés et à côté des défis pour chacun des confrères. Mais est-ce qu'on peut aussi parler des solutions? Bonjour, confrère Elisha de la République démocratique du Congo. Comment vas-tu? Bonjour Kossi, je vais très bien et je suis content de voir les confrères et consoeurs, notamment Sophie, que je lisais beaucoup, mais qu'aujourd'hui j'entends et c'est un plaisir. Bonjour. Partagez. Sophie, je te laisse la main de poser tes questions à Elisha qui est content de te voir. Ah oui, mais moi aussi je suis contente de le voir. Je suis contente de voir tous les confrères et tous les confrères. Non, effectivement, ce qui me frappe quand j'écoute les témoignages des consoeurs et des confrères, là, c'est quand même la situation qui semble la même partout et qui n'est pas neuve. C'est-à-dire que la précarité du métier, elle a commencé avant l'inflation. Il y a plus qu'une question, j'avais une remarque à faire, si tu le permets, aussi par rapport à ce qu'a dit Laura, notre consoeur d'Haïti. Je crois savoir qu'elle est
lauréate du prix Chaffanjon, qui est un prestigieux prix de journalisme. Et d'ailleurs, je voulais juste dire que la possibilité de postuler à des prix, des bourses, et Patient d'ailleurs en a parlé, ça c'est aussi un vrai levier pour essayer de rassembler et de recevoir un peu d'argent, un dédommagement ou même parfois beaucoup d'argent. Bien sûr qu'on n'est pas pris et qu'on ne gagne pas à chaque fois qu'on propose son travail, mais je tenais quand même à le préciser parce que c'est un vrai, pour moi, c'est quand même un vrai levier. Et d'ailleurs, du coup, je vous invite tous à aller voir les offres et les annonces en ce sens que nous, on publie sur Iginet en français, dans la rubrique annonces. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, et où chaque semaine, on répertorie effectivement tous ces prix, ces financements, qui parfois sont méconnus des confrères et des consoeurs, et sont souvent ouverts d'ailleurs aux journalistes du monde entier. Et du coup, je tenais à le dire, parce que ça, c'est quand même un vrai moyen de pouvoir financer son travail et ou de gagner un peu d'argent. Mais peut-être une question, donc, de savoir comment, je sais pas si on m'entend. C'est Iraji qui m'entend? Le micro est coupé. Oui, je crois qu'il vous entend. Je me permets de te tutoyer, quelle est la situation du coup chez toi et comment tu vis l'inflation actuelle? Alors, moi personnellement, je suis journaliste indépendant. Je travaille également à Lubumbashi, la deuxième ville du pays. Et donc, en gros, la précarité de la situation de journaliste, ce n'est pas une information. L'inflation est venue, je pense, accentuer cette précarité malheureusement, mais c'était déjà un sujet dès le départ, à l'université et dans les médias. Cependant, il me semble que maintenant, il s'agit pour moi notamment de voir quelles sont les pistes et quelles sont les opportunités. Et en pensant sur les pistes et les opportunités, bien sûr que par exemple, j'ai lu toutes les semaines la newsletter de Ginette où j'ai tiré énormément d'opportunités. Je voudrais notamment signaler que j'ai gagné une bourse pour faire une année de licence à l'EGIL. C'était à partir de cette newsletter-là. Ah oui. Et chaque semaine, je vais voir donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau, parce qu'il y a vraiment d'opportunités. Je pense aussi qu'il y a le fait de rencontrer les confrères et les consoeurs d'ailleurs qui savent également comment entrer en contact ou comment obtenir une bourse ou comment utiliser. C'est vraiment le cas avec le forum que Kossi a créé, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp, mais c'est vraiment des canaux très importants. Moi, aujourd'hui, personnellement, en tant que journaliste freelance, j'utilise vraiment Internet comme mon premier outil pour essayer de stabiliser la situation. Ça veut dire que je suis constamment en train d'écrire des mails à des rédactions qui pourraient être intéressées par les sujets de mon pays. Je suis conscient d'une chose, c'est que la RDC est une sorte de hub où il ne manque jamais quelque chose qui se passe et on en parle toujours, que ce soit dans la culture, dans l'art, que ce soit dans le journalisme, dans les médias, c'est la politique et l'économie. Ce qui fait que moi, ce que je commence à faire, c'est identifier les médias, un média qui serait intéressé par un sujet d'art, un média qui serait intéressé par un sujet d'économie, un média qui serait intéressé par un sujet de culture. Je leur envoie un pitch. Il y a des excellents articles sur comment écrire un pitch sur Iginet. Donc, je prends le conseil, j'envoie les pitchs. Parfois, ça marche. Souvent, ça ne marche pas. Mais ce qui est sûr, ça me permet vraiment de diversifier. Pourquoi je dis ça? Parce que le média ici, localement, ils font des efforts pour essayer de donner des conditions aux journalistes. Mais malheureusement, l'économie de médias est basée uniquement sur la publicité. Et quand il n'y a pas de publicité, notamment comme les années Covid, tout de suite, c'est très bas. J'ai eu une proposition pour travailler dans les médias audiovisuels, mais j'ai préféré rester freelance parce qu'en ce moment-là, j'estime avoir une plus grande palette pour en même temps me former, mais aussi créer du contenu. Mais au-delà du journalisme, je me dis également qu'il y a des compétences que nous avons qu'on peut utiliser dans d'autres domaines. Parfois, c'est la communication, les fiches de communication. Parfois aussi, c'est des rédactions pures. On peut rédiger un rapport, on peut rédiger des documents. On peut collaborer sur des moments très courts avec les gens pour qu'on puisse profiter de quelques sous, mais qu'on va mettre sur nos projets de journalisme, sur nos matériels, parce que ça aussi, c'est important. J'estime qu'en tant que journaliste indépendant, il faut qu'on ait le matériel nécessaire pour que s'il y a une opportunité, on soit prêt à y répondre. Oui.
Et tu as écrit, d'ailleurs, j'en profite pour le dire aux confrères, aux consoeurs qui sont là, tu as écrit un excellent article sur la nouvelle génération de photojournalistes chez toi. Je vais me permettre de le partager pour que les gens puissent aller le lire. Je vois aussi la consoeur Faten Ayed, Faidi, Dramé, Ferdinand, Gloria, Hector, Mahambi, Mukomia. C'est un café, hein. Vous avez aussi la possibilité de prendre la parole. Si vous voulez prendre la parole, il faut juste lever la main. Bonjour à toi, Faten. Ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas discuté. Voilà, content de te voir. Je te dois des réponses. Je le ferai certainement après ce webinaire. Ce café, autant pour moi. Ferdinand du Burundi, Fadi du Sénégal. Je sais qu'au Sénégal, le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire en Afrique francophone sont des deux pays où le coût de la vie est plus cher en fait que comparé au Togo, au Bénin. Ce serait intéressant d'écouter votre témoignage aussi. Est-ce que Fadi voudrait nous dire quelque chose par rapport à la situation au Sénégal? Bonjour Fadi. Bonjour Fadi, comment tu vas? C'est à qui veut prendre la parole, hein, à Fadi ou à Faten? Bonjour Faten, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour Sophie, bonjour Kossi, bonjour tout le monde. Bonjour Faten. J'espère que vous allez bien. Super bien. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, oui. Oui, ben, j'ai bien choisi mon retour. Hein. Ça tombe à pic. Exactement. Beaucoup de confrères ont bien expliqué les choses dont je pense que c'est global actuellement. Peut-être dans mon pays, l'Algérie, où il y a eu des répressions vis-à-vis des journalistes, notamment francophones. Donc, les choses se compliquent davantage pour travailler dans le domaine. C'est très difficile. J'y arrive plus depuis 2018. Donc, c'est très compliqué. Au-delà de ça, restons positifs et trouvons les solutions justement pour pardon. Donc, restons positifs et essayons de trouver des solutions. Les solutions, parce que moi, je crains la communication officielle ou avec des organismes publics. Il y a un conflit d'intérêts, même quand on est freelance. Aujourd'hui, je le suis malgré moi, forcée d'être journaliste freelance. C'est pas plus mal parce qu'on a appris beaucoup à se battre, à trouver de nouvelles voies de lutte. Mais en parallèle, il y a des choses, je trouve que les journalistes ne vont pas assez vers, par exemple, les domaines des métiers du marketing digital où il y a de l'emploi. Dans la création de contenu, dans la création de stratégies qui sont pour les entreprises, mais qui parlent beaucoup aux journalistes parce que ça requiert justement le dynamisme, la curiosité d'un journaliste. Et là, c'est vraiment une opportunité incroyable que je suis en train notamment d'explorer moi-même hein, à mon niveau depuis quelques mois, maintenant presque 2 ans. Et aussi, il faut savoir qu'on peut travailler sur sa propre stratégie sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire avoir une véritable identité pour un journaliste, être l'informateur et vivre de son blog. Avant, on avait des difficultés à comprendre cette notion et de son site Internet, parce qu'aujourd'hui, on peut le créer simplement avec les outils disponibles, c'est-à-dire un journaliste, oui, aujourd'hui, il peut vivre de ses articles, référencer son site, gagner en partenariat, en publicité, sans trop se fatiguer. C'est des étapes à suivre, ce sont des outils, une discipline à suivre dans les publications et un rythme en fait de publication, des thématiques. Et on choisit tout à fait, on choisit les partenaires c'est-à-dire même au niveau de l'éthique, on n'est pas obligé d'accepter tous les partenaires. C'est ça ce que je veux dire. Ça peut être vraiment un gagne-pain pour nous, journalistes qui sommes en Afrique, où tout est cher,
où on n'arrive pas à avoir une vision de notre avenir, tout simplement, parce qu'on est en train de courir derrière l'alimentaire, et ça, c'est dramatique. En arriver là, c'est vraiment dramatique. Et si on peut trouver des solutions concrètes, ben, il faut vraiment puiser vis-à-vis de toutes les pistes que je viens de citer. Voilà pour moi. Restons positifs, restons positifs. C'est le message de Faten Ayed que je partage aussi. Sophie, je pense que toi aussi, tu adhères à cette philosophie de Faten. Oui, complètement. D'ailleurs, je la remercie pour toutes ces pistes. Je me permettrai de compléter d'ailleurs avec ce qu'elle disait. Les journalistes qui bénéficient, comme Faten d'ailleurs, d'une certaine audience et d'une certaine reconnaissance, notamment sur les réseaux sociaux, peuvent utiliser cette influence, si je puis dire, pour lancer des newsletters payantes. On sait que ça, c'est aussi un levier, mais je sais que c'est vraiment que sur une partie des journalistes, mais on peut le citer dans la lignée du blog personnel, du marketing digital en général. Les newsletters, on sait que plusieurs confrères le font avec succès, et ça, c'est aussi un levier. Mais c'est d'excellentes pistes que Faten a évoquées là. Je crois que nous sommes déjà vers la fin de ce café virtuel, s'il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter. Sinon, peut-être de donner la parole encore à une personne, quelqu'un qui a levé la main depuis, qui n'a pas pu s'exprimer. Je vois Cléophas Babou de la République démocratique du Congo. Peut-être c'est avec vous qu'on termine, mais autant, est-ce que vous avez aussi quelques solutions à partager avec les confrères, toujours dans la dynamique de rester positif? Bonjour, Cléophas. Bonjour, c'est Cléophas depuis la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, journaliste salarié ou P10? Non, je suis journaliste non salarié, mais je vis depuis, je dis de manière circonstancielle. C'est-à-dire? C'est juste que, vous savez que nous qui travaillons dans des radios communautaires, nous avons des contrats lorsqu'il y a un projet. S'il n'y a pas un projet, c'est nous qui travaillons pour que nous nous payions nous-mêmes. J'aimerais partager que l'idée de cette émission, de cette séance est tellement bonne parce que si chez nous, en République démocratique du Congo, il y a toujours problème de stabilité monétaire. Et nous qui travaillons dans les médias, on vous a perdu un tout petit peu, M. Cléophas. Cher Cléophas, on vous a perdu. Je pense certainement, je suis convaincu que c'est la connexion Internet qui fait défaut. Merci à vous, chers confrères, chers consoeurs, d'avoir participé à ce café virtuel qui nous a permis de parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait nouveau puisque l'inflation, la précarité d'abord du métier, on le sait, c'est depuis longtemps, les journalistes vivent, les médias vivent une situation financière précaire, mais il y a eu la survenue de la pandémie du COVID-19 en 2020 qui a accentué un peu le problème de précarité. Et après l'envolée des prix sur le marché, ici chez moi au Togo, par exemple, il y a eu l'augmentation du prix des loyers. Le gouvernement a essayé de plafonner un peu, mais vraiment, il n'y a pas un suivi sur le terrain. Les propriétaires ont augmenté drastiquement le prix des loyers. Il y a aussi l'augmentation du prix de l'eau, du prix des factures d'électricité. Il y a l'augmentation du prix du carburant. Sur tous les plans, hein, dans les ménages, ça se sent surtout encore quand j'ai aimé que la consoeur Laura Louise partage la situation telle qu'elle se vit par les femmes, mais la situation est difficile pour nous, les hommes journalistes, dans les foyers, nous sommes obligés de donner de l'argent, de
de la cuisine. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en France, peut-être que c'est différent, mais ici, l'homme, c'est vrai, il ne connaît pas le prix des denrées au marché, mais il est tenu de subvenir aux besoins de la famille. À chaque fois, c'est une facture longue qu'on dresse sur sa table. Il faut payer le loyer, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer l'éducation des enfants, les scolariser, il faut prendre soin de sa famille, de sa belle famille. C'est autant de dépenses pour les hommes aussi, alors que les salaires ne suivent pas, les salaires n'augmentent pas. Et comment on arrive à pouvoir gérer cette situation, c'est compliqué, mais il faut rester positif et ensemble trouver des solutions. Je pense que plusieurs solutions ont été partagées. On peut peut-être essayer de les mettre en pratique, se revoir dans un an et faire un bilan pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas finalement marché. Est-ce que la situation elle est demeurée la même ou est-ce qu'il y a eu finalement des améliorations? Merci à tout un chacun d'avoir partagé vos points de vue partout, où que vous soyez. On a écouté des confrères depuis l'Haïti, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, la Guinée, le Togo, la France. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, sinon de laisser conclure Madame Sophie. Est-ce que tu voudrais peut-être terminer sur une réflexion? Je ne sais pas. Attends de voir. J'ai des réflexions, j'en ai, mais je trouve surtout que les confrères et consoeurs en ont et comme tu l'as dit aussi, il y a eu plusieurs pistes qui ont été évoquées, que ce soit effectivement, on a compris, hein, le travail dans la communication, bon, ça peut être discutable, mais moi, en tout cas, sur principe, je ne suis pas contre. Les cours, la formation, essayer de monétiser nos savoir-faire au sens large, que ce soit dans l'écriture, dans la capacité à prendre la parole. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais les journalistes, particulièrement les journalistes radio et les journalistes télé, ont cette capacité-là et c'est très recherché. Les capacités en orthographe, grammaire aussi, ça peut être une piste de proposer ces services comme correcteur, comme correctrice. Les newsletters payantes, le marketing digital, effectivement, pour peut-être faire quelque chose de différent. Les candidatures aux bourses, aux prix, aux récompenses. Ça, je dirais qu'il faut le faire même presque de manière, j'allais dire quotidienne, non, parce qu'il n'y a pas des prix auxquels on peut postuler et prétendre tous les jours. Mais enfin, c'est vrai, restons sur une note positive. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de moyens de varier ses revenus. Et je pense que la clé, finalement, de tout ce qu'on a dit, c'est ça, c'est diversifier ses revenus. Ce n'est pas quelque chose de naturel pour des journalistes, mais c'est la clé. Et comme on l'a entendu par les confrères, ils ne nous ont pas attendus pour le faire et ils ont des idées vraiment novatrices pour le faire, que souvent pas par choix. Et voilà, moi je trouve que je suis très admirative en tout cas de toutes ces idées créatives et j'encourage les confrères et les consoeurs à continuer justement à diversifier leurs revenus. C'est la fin de cette session. Merci à tout un chacun. Je pense que les discussions ne s'arrêtent pas ici. Elles continuent, bien sûr, dans le forum et puis dans le groupe WhatsApp de ce forum pour les confrères et consoeurs qui sont membres. Je vous enverrai certainement à la fin de ce webinaire un petit sondage que nous avons lancé pour savoir comment améliorer le forum pour les confrères. Vous êtes aussi certainement au courant que nous avons organisé une conférence mondiale pour amplifier la portée de la vérité, la portée des faits factuels et à la clé, une subvention de 4 000 $ pour les lauréats. J'ai déploré le fait qu'il n'y a pas eu assez de candidatures africaines lors de ce concours. Je voudrais juste souligner aussi que ce sont parfois aussi des possibilités, des opportunités qui permettent aux confrères de pouvoir augmenter les revenus et aussi peut-être parfois aussi développer des projets de reportage, développer des projets journalistiques. Ce sont aussi des pistes qui sont valables. Pour la conférence de Dakar que nous avons organisée l'année dernière, par exemple, nous avons lancé un concours et le 3 mai, nous avons dévoilé les lauréats qui
chacun gagne 500 €. Comme l'a dit Sophie, c'est parfois aussi, ce n'est pas vraiment la solution parfaite, la solution magique, mais c'est aussi quand même des pas vers l'autonomie financière ou des pas pour permettre finalement aux journalistes de pouvoir engranger plus d'argent. C'est un sujet tabou, on n'en parle pas souvent, mais c'est un sujet qu'on vit tous les jours au quotidien. Et on n'apprend à personne comment utiliser de l'argent. On ne demande jamais à quelqu'un comment utilises-tu ton argent. On sait qu'au jour le jour, les dépenses augmentent et on les utilise pour les besoins qui s'accumulent. Merci encore une fois. N'hésitez pas, si vous avez aussi des propositions de sujets en lien avec la désinformation, Sophie est là et elle accueille volontiers vos sujets. Et ce sera avec plaisir qu'ensemble, nous pouvons faire avancer cette profession. Merci encore. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi où que vous soyez. Merci à Faten, merci à Elisha, merci à Ferdinand, merci à Laura Louise, merci aussi à Gloria, merci à tous les confrères qui ont pris la parole, à ceux qui nous ont suivis aussi, à ceux qui ont suivi le direct dans le groupe privé. Merci à Alpha Ouma Bagoubari, à François Kossimé, Patient Lukuza et aussi, bien sûr, à toi, Sophie Bonnevier-Chesneau. Merci infiniment. Merci à Iginette merci à tous. Qui a été avec nous. Au revoir. Au revoir.